L'adolescence, c'est aussi l'époque des expériences, des phénomènes de mimétisme. On aime se donner un rôle, avoir un univers à soi, et parfois ça dérape. Depuis quelque temps, c'est développé dans les pays anglo-saxons, mais aussi en Allemagne, et aujourd'hui en France, la mode gothique. Sur fond de hard rock, ils se déguisent en vampires, ils fréquentent les cimetières, cultivent l'attirance pour l'obscurantisme moyenâgeux. La plupart des adeptes de cette mode musicale s'en tiennent au folklore, mais certains d'entre eux se laissent happer par ces cultes morbides jusqu'au satanisme. C'est un reportage d'Éric Quintin et d'Émeric Allardet. Créteil, dans la banlieue parisienne. Michael, 21 ans, habite un appartement au cœur de cette cité. Jusque-là, rien ne le différencie des autres jeunes de son âge. Régisseur de théâtre, Michael vit chez la mère de sa petite amie. Mais cet intérieur est très éloigné de son univers et de ses goûts. Tu vis ici, Michael ? Ouais, enfin, plus ou moins, parce que je suis pas chez moi. Je suis hébergé. Moi, j'ai juste mon petit chez-moi qui se trouve dans une chambre au fond. Voilà mon chez-moi. C'est mon chez-moi, voilà, c'est mon univers. On voit Dracula, on voit des fées ou des anges ou des démons, des choses un peu insolites en fait dans l'univers du macabre, on peut dire, parce que je suis quand même dans un univers assez macabre. Là, par exemple, on voit une femme morte étendue dans l'eau, c'est un contexte, ça me plaît. Ça, c'est un genre de petit cercueil avec la mort, donc ici. Et puis ici, une petite tête de diablotin, on va dire. Michael collectionne les posters et accessoires inspirés par la mort et ses symboles. C'est dans cette atmosphère qu'il puise son inspiration pour sculpter et dessiner. Son dessin, c'est un château où combattent les forces du bien et du mal. Michael n'est pas seul à partager cet univers. C'est aujourd'hui la référence de nombreux jeunes. On les appelle les gothiques. Le gothique, pour moi, c'est en premier lieu l'esthétique. L'esthétique sur les vêtements, les châteaux, l'ambiance qu'il y a justement autour de tout ça. La fascination donc, pour le macabre, la mort, la tristesse, la peur, l'envie, le désir, la torture, tous ces trucs-là. Et puis, en ensemble général, après, la musique. Il va y avoir des cris qui vont être un peu bizarres en fond musical. Il va y avoir des cris comme par exemple comme si c'était une femme qui s'est fait violer ou qui vient de se faire tuer, agresser ou qui s'est pris un coup de hache à travers la tête. Et je trouve ça excitant en fait d'entendre ces cris. J'aimerais pas, par exemple, aller dans la rue, aller tuer quelqu'un, un coup de hache, puis d'entendre quelqu'un crier. J'aimerais pas. Mais dans le contexte de la musique, dans mon esprit, j'aime ça. Voilà, c'est plus le deuil là. Ah, t'es là? Sandra est la petite amie de Michael. Elle est gothique comme lui. J'ai toujours aimé déjà les habits sombres, l'originalité. J'ai toujours aimé. J'ai écrit à un moment donné, c'était toujours des histoires qui parlaient de la mort. C'est une chose qui m'attire. T-shirt noir, pantalon noir, bracelet clouté, bague macabre, Michael s'habille et se maquille pour aller au concert. Paris, le Zénith. Michael, Sandra et leurs amis viennent écouter Marilyn Manson, l'égérie du rock gothique. Une musique qui mélange antichristianisme, violence et décadence. Le concert attire ce soir 6500 personnes. Il est assez mystique et puis il est un peu déroulé, il est pas bien dans sa tête quoi apparemment, donc je trouve ça marrant. Puis c'est une façon de délirer comme une autre quoi. Le côté antichrist et tout, ça te branche bien ça? Pas forcément antichrist, mais bon, il a pas non plus des idées pour le Christ, donc ça me branche un petit peu quand même, ouais.
À 29 ans, Manson entretient une légende sulfureuse. Sur scène, il se taillade le torse, brûle des bibles et ridiculise l'image de Dieu à grands coups de provocation. God said to me, Marilyn Manson, Jesus Christ invented LSD. And I said, God, if Jesus Christ can do drugs, then why can't we? Depuis son album baptisé Antichrist Superstar, Marilyn Manson est devenu un véritable phénomène de mode. Il attire des centaines de milliers de jeunes vers le mouvement gothique. Manson défraie la chronique en mélangeant joyeusement drogue, sexe et blasphème, le tout sur fond d'apocalypse. Il y a 2 ans, avec Antichrist Superstar, j'ai cristallisé toute la tension que génère la fin du millénaire. En particulier le désir de l'homme de s'autodétruire et de créer sa propre apocalypse. C'est un phénomène que j'ai d'abord dénoncé puis disséqué pour finalement me l'approprier et en devenir l'incarnation. Et je n'en ai pas encore terminé avec ça. Aujourd'hui, avec Saddam Hussein, je suis le seul ennemi de l'Amérique. Le cimetière parisien du Père-Lachaise. C'est l'une des balades favorites de Mickaël et Sandra. Ils viennent ici plusieurs fois par semaine. Ils en connaissent tous les recoins, tous les secrets, comme ce caveau familial transformé en lieu de rituel. C'est une ancienne chapelle satanique, puis là, elle a été condamnée. Ils ont mis du béton, des parpaings, ils ont mis des grilles tout autour. Parce que anciennement, quand elle était ouverte, il y a des gens qui se sont amusés à rentrer dedans, à faire des inscriptions à l'intérieur, inscriptions dites sataniques. Donc on peut les voir à ce niveau-là quand on grimpe. Il y a un pentacle, ici il y a une petite table et avant ils s'amusaient à faire des sacrifices animaliers dedans, à faire des fausses cérémonies et puis du coup ils ont cassé les carreaux, ils ont tout cassé et puis du coup ils ont été obligés de fermer parce que ça devenait complètement stupide. Mickaël ne cautionne pas ces excès. Pour les adeptes du gothique, c'est l'ambiance et l'architecture qui font des cimetières des lieux de prédilection. Mickaël et Sandra nous font découvrir l'un de leurs endroits préférés. Les routes pavées, ça fait comme des voies gallo-romaines, admettons. Le fait de voir la vue d'en haut, c'est comme si on était sur un prestige, on était dans un château, on a toute la vue, c'est notre domaine. C'est comme si c'était notre petit parc naturel à nous, en fait. On se retrouve dans nos éléments, en fait. Ouais, voilà. C'est un peu le genre d'endroit, en fait, où on aimerait vivre, en fait, parce que, à la limite, moi, personnellement, je préfère être dans le cimetière qu'être à Créteil, dans la ville, et de voir des bâtiments partout, quoi. À la limite, je préfère voir des tombes, surtout qu'elles sont belles, donc... Mickaël continue seul sa balade. Il fait le tour des tombes où il peut rencontrer des gothiques. Pour sa tribu, le Père-Lachaise est aussi un lieu de rendez-vous. Ça va ? Ouais, ça va, toi ? Ouais. C'est quoi que tu lis ? Anne Rice. Anne Rice. Ah, le lien maléfique. Ça me dit quelque chose, ça. C'est sympa. Ouais. Bon, ça parle de plusieurs générations de sorcières. Mais le rendez-vous favori des gothiques, ce sont les soirées. Faire partie du mouvement, c'est participer à ces dizaines de fêtes payantes données tous les mois. Nous sommes dans une cave du 17e arrondissement de Paris. Mato, 26 ans, travaille dans l'informatique. Des soirées gothiques, il en organise depuis 8 ans. Pour lui, ces fêtes s'inscrivent d'abord dans un mouvement culturel. Originellement, il y a dans le mouvement gothique un flux de culture très important, puisque déjà, ça vient justement d'une littérature gothique, une architecture gothique. Quand j'ai trouvé cette salle, justement, je cherchais quelque chose qui puisse correspondre à l'esprit, effectivement, à l'esprit goth, à l'esprit gothique. C'est une cave voûtée du XVIIe siècle, qui a un plafond assez élevé. Ce soir, ils sont 400. Ici, on soigne son apparence et chacun s'attribue un rôle. Elles ne sont jamais consentantes, mais elles prennent du plaisir finalement. Mais c'est un trip, ça n'a rien de sérieux. C'est en fait un atout dans le look. Ouais, entre les heures de cours et tout ça. Moi personnellement, je tends vers l'abolition de la matière.
mais à travers celle-ci. C'est-à-dire me moquer de la matière, au niveau physique aussi. Par les piercings, par le look, bien que maintenant je me sois largement calmé, mais bon, un peu plus vieux. Et je tends à abolir ma propre matière, à nier mon corps au point de ne plus le reconnaître pour m'élever spirituellement. Ils ont des revendications mystiques, des choses comme ça, alors qu'en fin de compte, on va facilement entendre quelqu'un revendiquer quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer, parce que ça fait bien d'être un peu mystique, un peu machin, mais en fait c'est vraiment une façon de juste de se montrer à l'autre, pas nécessairement d'être soi-même à l'intérieur. Quartier des Halles. Le Grooft est la seule boutique gothique de Paris. Nous retrouvons Michael venu y faire ses emplettes. On trouve ici de quoi se vêtir de la tête aux pieds, sans oublier ceinture, bijoux et autres accessoires. J'aime bien les hauts en velours, du style... voilà, bon, on a le truc typique de soirée gothique, c'est genre la chemise à jabot, soit en velours ou en tissu normal, quoi. Voilà, donc... Ça se porte tous les jours, ça? Moi, j'aimerais bien porter tous les jours, mais malheureusement, c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'aller au travail avec une chemise à jabot, quoi. Ce magasin est tenu par Christophe Babikoff. Arrivé d'Allemagne où le mouvement gothique prospère, il a ouvert sa boutique il y a 5 ans. Sa clientèle est constituée d'habitués. On y croise aussi des mères de famille venues habiller leurs filles. Le manche, il était rétréci un petit peu. Ouais, ça c'était... Parce qu'il est très... C'est vrai qu'elle n'est pas très... Ouais, elle n'est pas très grande. Non, pas trop. Oui, je sais pas, merci. Je vends jeune, entre 15, 25, 30 ans, voilà. On a vu qu'il y avait des mères de famille qui venaient avec leur fille, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, oui, ça arrive souvent. Ça veut dire que les parents, ils en ont en principe pris en compte ça. Les clients qui vont venir ici, ils vont pas chercher l'article de sport, alors ça c'est clair. C'est pas un magasin de techno, donc ils vont être attirés soit par la marchandise, soit par l'esprit de la marchandise, soit l'esprit de tout ce qui se passe, en tout cas autour de cette marchandise-là. C'est quoi la signification de Tailbag? La signification de Tailbag, c'est de gros, de diable, de ce qui va déchirer la chair. Et nous, on ne va pas se mettre, c'est la personne qui va se mettre à déchirer avec ces gens des bagues, la chair soit la gueule de quelqu'un. Non, on lui donne l'image de quelqu'un qui pourrait le faire seulement. Il ne le fera jamais, en fait. Une bonne partie des bijoux qu'il vend, Christophe va les chercher à une centaine de kilomètres de Londres, chez Alchemy. Le patron du Grooft a troqué son costume de gothique pour celui du parfait commerçant. Il vient ici une dizaine de fois par an pour renouveler son stock. Geoff est un ancien punk passé au mouvement gothique, une reconversion réussie sans état d'âme. Je n'avais pas de véritable philosophie quand j'ai commencé. Ma philosophie, c'était surtout de gagner assez d'argent, il fallait survivre. Aujourd'hui, 50 personnes travaillent pour Geoff et produisent une gamme de plus de 300 articles. Sa femme Sandra s'occupe de la distribution. Ce carton part aux États-Unis, celui-ci en Estonie, cet autre en Allemagne et ce gros-là part en France. La France est un excellent marché pour nous. Un marché en pleine expansion à l'approche du nouveau millénaire, comme l'explique Geoff. Beaucoup de gens sont sensibles au changement de millénaire. Pour eux, ça signifie un changement d'influence magnétique qui pourrait provoquer un bouleversement dans les croyances. Alchemy, c'est le supermarché du gothique. Les châteaux hantés côtoient les effigies mortuaires, les squelettes pullulent. Stuart, 25 ans, est un des 3 dessinateurs qui se consacre entièrement à la création de cet univers. Son inspiration, il la puise dans une littérature bien particulière. Ce qui nous démarque de nos concurrents, c'est que chez eux, tout est basé sur l'imaginaire. Alors que nous nous inspirons de la réalité historique. Voilà un dictionnaire des démons
qui est en fait un dictionnaire des mythologies et des croyances religieuses. Des démons à Satan, il n'y a qu'un pied fourchu. Et parfois, même si Stuart s'en défend, chez Alchemy, on confond les symboles. Le pentagramme, l'étoile à 7 branches emblématique du satanisme, on la retrouve partout. Si on considère qu'ici, c'est l'esprit, le feu, l'air, l'eau et la terre, dans cette cas-là, on les retourne l'esprit vers là-bas. Et nous, on a le phénomène démoniaque. Aujourd'hui, on a des liens vraiment étroits avec l'industrie de la musique. Et on travaille évidemment pour les fameux Cradle of Filth. Ils nous ont suggéré de fabriquer cette figurine de Lilith, qui est un démon de la nuit. Cradle of Filth, c'est un groupe anglais. Leur nom signifie le berceau des immondices. Avec eux, on gravit un échelon supplémentaire. On quitte le mouvement gothique et son folklore inoffensif pour le black metal. C'est le courant musical et spirituel le plus extrême de cette fin de siècle. Nous sommes dans l'antichambre du satanisme. Ce soir, Cradle of Filth joue à l'Élysée-Montmartre, près de l'église du Sacré-Cœur. 2 heures avant le concert, le public très jeune est déjà là. Croix renversée, t-shirt blasphématoire, maquillage outrancier, la panoplie black metal s'affiche dans la rue et provoque des réactions. Je sors du métro. Et alors Je m'étonne de voir ces jeunes habillés en noir. Et il paraît qu'il y a un concert. Que ce concert chante contre le Christ, les religions. Voilà. Oh, comme c'est triste. Oh non, comme c'est joyeux, au contraire. C'est joyeux. Ah, oui. C'est se battre contre Moi j'ai vu la merde les mensonges divulgués par l'Église. Par la religion, oui, tout à fait. Pourquoi je sais pas, on veut pas ressembler à tout le monde. On n'est pas issus du même moule, quoi. On n'est pas des clones, quoi. Alors là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez adopté? On aime le black metal, on s'habille en noir. On aime s'habiller en blanc avec un bonnet de rappeur. On aime Satan. On est contre tout ce qui est chrétienté, ce genre de choses, n'est-ce pas, Lily? Alors, Satan, c'est l'anti-chrétienté. Exactement. Depuis quelques années, le black metal n'est plus réservé à un seul public d'initiés. On en trouve dans tous les grands magasins de disques. Ici, un rayon entier est consacré au black metal. Certaines pochettes poussent très loin dans la provocation, notamment celle de Cradle of Filth. À l'intérieur, il y a des photos, je dirais, malsaines. Et bon, on voit notamment un prêtre en train de se faire égorger. Enfin bon, c'est des photos quand même assez choquantes. Je pense que le black metal, en effet, c'est quand même très basé sur le satanisme. Ça impressionne probablement les jeunes et c'est vrai que bon, ils se laissent un petit peu, je dirais, manipuler par ce genre de groupe. La vente de ces disques est bien sûr légale et peu importe l'image et le message, ce qui compte, c'est le business. Si on ne vend pas les disques en magasin, il faut quand même savoir que les fans, les mordus de ce style de musique peuvent se les procurer autrement. Donc bon, on est obligé de répondre quand même à une attente commerciale. Christophe Bourseillet est journaliste et écrivain. Sa spécialité, l'analyse des courants politiques et religieux extrêmes. Le black metal, il sait en décrypter les symboles. Ce qui est pas intéressant, c'est de voir des signes vraiment... Ça, c'est, non, mais on voit pas trop les signes sur les pochettes, hein. C'est quand même toujours un peu... Ça dépend. Je suis en train de prendre tous les disques qui possèdent des signes satanistes explicites, des symboles sataniques explicites. Vous voyez, 666, le chiffre de la bête, le signe de Satan, toujours ce fameux Satan, cette étoile inversée dans laquelle on met le visage de Satan. Je trouve 6 disques, et je n'ai fait que fouiller pendant quelques secondes, 6 disques dans lesquels on voit très explicitement des signes de reconnaissance de sociétés secrètes satanistes. Donc ça, effectivement, c'est quand même très révélateur. Oui, on peut appeler ça un phénomène de société, absolument. Phénomène de société qui a de très nombreux facteurs, la montée des extrêmes, on pourrait faire la liste de tous ces facteurs, la montée des extrêmes, la crise, également l'approche de l'an 2000. Il y a ce phénomène de l'an 1999 qui, dans l'imaginaire sataniste, est le 666 à l'envers, donc qui génère une espèce de retour de flamme. Vonas, un petit village près de Lyon. C'est ici que s'est installé Adiposer, l'un des principaux distributeurs et producteurs français de black metal. Ça, ouais, c'est bon. Oui, Adiposer ?
L'essentiel des ventes de disques se fait par correspondance. 2000 CD exclusivement Black sont ici disponibles. Vincent est chargé des relations avec les musiciens. C'est aussi lui qui choisit les groupes qui vont entrer au catalogue. Chaque jour, il reçoit plusieurs maquettes de disques accompagnées d'une lettre de motivation. Alors attention, ça va faire du bruit. Donc ça c'est une bio où ils disent les faire rechercher à travers ce black un sentiment glorieux de malaise volontaire et satanique. La fierté d'être la vermine qui ronge les villes et les esprits. Bon, c'est le folklore, ça fait partie du folklore du black metal. Suis-je méchant ou ne le suis-je pas? Avec plus de 14 000 clients réguliers, Adiposer ne chôme pas. C'est plus d'une centaine d'appels qui encombrent tous les jours les 2 lignes de téléphone. Et les acheteurs de black metal sont de plus en plus jeunes. Ouais, normalement tu l'auras demain matin. Hein. Les plus jeunes ont 12-13 ans. Hein. Il y a un jour, je lui ai demandé, mais t'as quel âge mon petit lapin? Il avait 12 ans. Il y a toutes les professions, il y a aussi bien il y a des médecins, il y a des entrepreneurs, il y a des ouvriers, il y a un cordonnier. C'est la réincarnation de Jack l'Éventreur, méfiez-vous. Le fondateur de cette société, c'est Christian. Après avoir dirigé un fanzine et fait de la radio, il crée Adiposer en 1992. Il emploie aujourd'hui 6 personnes. Il vend des disques et des t-shirts. Le plus provoquant, ça doit être celui-là, sur lequel on a eu quelques retours de parents. Voilà pourquoi. Bon, il s'appelle Fuck Me Jesus. Donc effectivement, les catholiques puristes, ça leur plaît pas trop, quoi. Bon, Moi, ça m'emmerde un peu parce que bon, j'ai des convictions religieuses qui sont pas vraiment comme ça. Moi, je me rapprocherais peut-être plus du bouddhisme et du celtisme, on va dire, plutôt que du satanisme que j'étais il y a des années. Et comme je te disais tout à l'heure, on évolue au fur et à mesure du temps. Mais bon, d'un autre côté, moi, quand j'avais 18 ans, j'aimais bien porter des trucs comme ça. Disques ou t-shirts, chaque commande se monte en moyenne à 300 francs. En un an, Adiposer a gagné 4000 nouveaux clients. La bible de cette société, c'est ce catalogue dans lequel tous les produits Adiposer sont répertoriés. On y trouve une dizaine de groupes français. Marseille, le 30 janvier 1999. Le sud-est de la France est le fief de nombreux groupes de black metal. La majorité des ventes de disques et des concerts se fait dans cette région. Nous retrouvons Vincent d'Adiposer qui se rend à un festival de black metal. On va pas déranger le voisinage, hein. Pas grand monde. Vincent est aussi musicien. Avec son groupe, il joue ce soir dans cette salle de spectacle perdue en pleine nature. D'autres groupes français sont attendus. Vincent nous a autorisé à le suivre, mais notre caméra est loin d'être la bienvenue. Le black metal entend rester un mouvement underground, quasi clandestin. C'est comme ça, c'est un mouvement, bon bah voilà, c'est underground à l'origine, ça doit le rester, c'est tout. Enfin, je sais pas, à quoi ça vous apporte de faire passer ça à la télé, quoi, je sais pas. On va gagner de l'argent. Je sais pas, vous êtes pas là comme des niais, on va faire reportage, bah je sais pas, vous avez bien un but, c'est quoi? C'est quoi votre but de... Enfin, je sais pas, qui c'est qui fait le reportage? C'est toi qui poses les questions? De faire... Non mais attends... Un sujet... Pourquoi? Non mais je vois pas passer aussi agressif là-dessus. Tu fais partie... Ferme ta gueule, d'accord? Non, il vaut mieux partir, ça va mieux se passer. Il est 23h, une centaine de jeunes piétinent maintenant devant la salle. Nous avons finalement obtenu le droit de filmer une partie du concert. Vincent joue ce soir, il fait dans la sobriété. À 27 ans, il commence à se lasser des références à Satan et des attitudes guerrières. Mais la relève est assurée. Dans les loges, le groupe Lord se prépare. Il continue de sacrifier au rituel de la scène black. Pour ces musiciens de Lille, les symboles font partie du spectacle et correspondent à des convictions profondes. Il y a des morceaux assez guerriers, toujours en relation avec le satanisme aussi. C'est très sombre en fait. Les thèmes principaux, ouais, c'est la mort, la destruction, la guerre. C'est pas nous en fait. Tu vois, on est sur scène, on est d'autres personnes. Quand je suis au travail, je suis black metal. Mais je peux pas l'exprimer comme ça. La croix renversée, en fait, c'est le symbole anti-chrétien. Nous, on est plus ou moins anti-chrétiens, mais il y a différents niveaux d'être anti-chrétien. Il y a ceux qui sont juste comme ça, et puis il y a vraiment ceux qui passent à l'acte. On n'a pas le temps de chercher la batterie, quoi.
Avant d'entrer en scène, les musiciens s'aspergent d'un liquide ressemblant à du sang. Le public adore. Live to fight! Fight to die! Pour changer le monde, il faudrait tout détruire, tout brûler, recommencer à zéro. C'est sûr qu'il y a pas mal de choses à détruire. Il y a une longue liste en fait. Il y a plein de parasites à éliminer, quoi, mais c'est une façon de parler, hein, je le ferai pas. On n'est pas le genre à faire des attentats. Ces messages, on les retrouve comme un leitmotiv chez presque tous les groupes de black metal. Michael appartient à ce mouvement. Bien que patron d'un label, il reconnaît que la propagation d'un tel folklore n'est pas sans danger. Ça peut être un mélange explosif sur des adolescents influençables. C'est une musique à ne pas mettre en toutes les mains parce que c'est une musique qui propage une image forte. Et cette image, elle est très mal comprise par les plus jeunes et les plus influençables qui font avec leur peu de culture et leur peu d'expérience, des mauvaises assimilations. Si certains fans évaluent les risques, d'autres peuvent prendre les paroles au pied de la lettre. Il y en a qui le vivent à 100%, quoi, qui font des rituels, qui font des trucs comme ça. Quoi. À partir du moment où tu vis cette mentalité, bah, tu tombes dedans et t'en sors plus, quoi. C'est comme ça, c'est une idéologie, quoi. C'est une drogue, carrément c'est une drogue. Ouais. Pour moi, cette musique, c'est une drogue, ça te prend, ça reste en toi et je sais pas, c'est le sommet, c'est vraiment le sommet. Cette fascination est parfois dangereuse. Ces dernières années, des adeptes de Satan ont occupé la rubrique faits divers. Nombreux cimetières profanés dans toute la France, meurtre d'un prêtre en Alsace, suicide. Les auteurs étaient des jeunes particulièrement influençables ayant perdu tout repère. Chez tous ces adeptes, la police retrouvera des disques de black metal. Toulouse. Evelyne a perdu son fils il y a 5 ans. Stéphane s'est jeté d'un pont. Après le drame, Evelyne a découvert qu'il était un adepte du satanisme. À l'époque, la presse parle d'un accident. Aujourd'hui, Evelyne affirme qu'il s'est suicidé au nom de Satan. Pour la première fois, elle témoigne. Il aimait la musique, bon, que moi je n'aimais pas. Et c'est vrai qu'il prenait une attitude assez bizarre. Voilà. Et donc le docteur avait dit que c'était une crise d'adolescence. Mais c'est vrai qu'il avait changé, donc il s'est progressivement habillé tout en noir. Il a fait du piercing à l'oreille, donc il portait 2 boucles, dont une représentait un démon et derrière c'était un pentacle. Après la mort de Stéphane, Evelyne a trouvé de l'aide auprès de Claudine, membre de l'une des principales associations de lutte contre les sectes. Aujourd'hui, Claudine rend visite à Evelyne. Les 2 femmes sont devenues amies. Claudine connaît bien les ravages du satanisme chez certains jeunes. Ce qu'il y a comme constance, si vous voulez, c'est des allégeances à des forces de mort, des allégeances à des forces de destruction, à des forces d'isolement, avec un refus de ce qui structure une personne, des sentiments en particulier, un refus des liens forts à la mère, au père, et une jouissance de la souffrance de l'autre. Et on a trouvé des écrits, donc des écrits de mon fils, qui parlent de sa mort, puisque sa mort était programmée, et donc il donne même la date. Des écrits, mais aussi ce dessin à travers lequel Stéphane annonce son suicide. Et ensuite, on a des écrits que moi j'ai trouvé horribles. Je ne savais pas ce que c'était. On m'a dit plus tard, quand je les ai montrés, que c'était des messes noires. Donc là, vous voyez, l'accusateur me montra alors son monde, il m'ouvrit les yeux et je compris. Je découvris alors que la notion d'existence était très aléatoire. Il me tendit une coupe d'argent et je bus le sang. Et sans honte, j'ai aimé. En cet instant, j'ai oublié ma mère, mon père, mes amis et finalement ma vie. Dénuée de sentiments, j'ai dansé dans les flammes noires. Je maudis le ciel et la terre. À partir de cet instant, je fais partie intégrante de la nuit divine. Alors là, en plus, il y a quand même... On nomme, je veux dire, dans la terminologie chrétienne, l'accusateur, c'est un nom, c'est un des noms qu'on donne à Satan. Il y a des termes qui ciblent cette entité-là.
Avant son suicide, Stéphane s'était tourné vers ce prêtre, aumônier de son lycée, pour lui confier son mal-être. Le jeune homme est alors fragile, très influencé par le milieu qu'il fréquente et les messages du black metal. Quelques mois plus tard, le même père Brouard d'Herval accueillera les amis de Stéphane pour préparer ses funérailles. J'aurais demandé s'ils voulaient choisir des textes bibliques. Ils m'ont dit qu'ils ne le souhaitaient pas, que par contre, eux avaient leur propre littérature, leur propre texte, avec... leur propre Dieu. Leur propre Dieu. Ils m'ont dit qu'effectivement, ils croyaient qu'ils avaient un Dieu, oui, une certaine croyance, mais ils ont insisté à plusieurs reprises au cours de la soirée en disant que ce n'était sûrement pas le même Dieu que moi. À l'époque, le père prétend n'avoir pas compris le comportement et les convictions de ces jeunes. Il va même laisser diffuser durant les obsèques un morceau de black metal. Et donc, un adulte, après la célébration, professeur, est venu me voir, me dit, écoutez, mes pères, avez-vous entendu la musique que nous avons passée? Et c'est vrai que c'était une musique particulièrement violente dans le rythme, mais aussi dans les paroles. Il était question, oui, qu'on exaltait la mort. Et il était question de Satan, oui, dans ces musiques. Depuis le drame, Evelyne est revenue voir le père Brouard d'Herval pour tenter de comprendre son attitude et celle des amis de Stéphane. Aujourd'hui, si elle témoigne, c'est pour dire aux jeunes et à leurs familles que l'on ne joue pas impunément avec le diable. Le satanisme, un culte dangereux que le black metal contribue à transformer en phénomène de mode. Voilà, un reportage d'Éric Quintin pour FCA Productions. On reviendra tout à l'heure sur les dangers de ces effets mimétiques, de ces courants, comme le courant sataniste, qui absorbent de plus en plus de jeunes et qui peuvent les conduire, comme c'est le cas à travers ce drame que l'on a vu un instant, au suicide. Philippe Givre, bonsoir. Merci avec nous, on reviendra tout à l'heure là-dessus avec vous. Vous êtes psychologue, spécialiste des adolescents, enfin, vous êtes un peu dans cet univers, vous travaillez avec eux beaucoup, vous êtes enseignant à Paris 7, Paris-Jussieu. Et avec nous également Mato, bonsoir. Vous êtes organisateur de soirées gothiques, rien à voir avec le satanisme, hein. Je crois que c'est ce qu'on va commencer par préciser tous les deux. Il y a une grande différence dans les deux courants qu'on vient de voir dans le reportage. Ça commence d'abord sur le mouvement gothique et après ça on parle du black metal. Il faut faire la différence entre ces deux mouvements qui ont... Il y a différence dans l'idéologie, même si les univers sont quand même assez comparables, non? Il y a une imagerie qui peut se ressembler, mais au niveau après ça idéologique, justement, le mouvement gothique n'a pas d'idéologie. C'est un des rares mouvements musicaux où on n'entend pas, il n'y a pas de revendications sociales, politiques, alors que le black metal, lui, a beaucoup de revendications et ça change beaucoup de choses. Alors vous êtes plus tout à fait ado, hein, non, mais vous étiez déjà dans ce milieu-là à ces âges-là? Tout à fait, ouais, j'avais les cheveux en l'air aussi, j'étais pareil que ce qu'on a vu dans le reportage. Mais je pense que... Et comment vous viviez à l'époque? Parce que c'est vrai que vous êtes déjà adulte, donc vous faites un peu la différence entre le jeu et la réalité. Alors ces ados, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'aujourd'hui, le mouvement gothique peut être une porte d'entrée et de recrutement même pour les mouvements satanistes, chez les jeunes ados, encore une fois, chez les ados qui sont encore un peu faibles, fragiles, influençables? Je ne pense pas que le gothique soit une porte d'entrée vers le satanisme. Avant tout, le mouvement gothique se singularise par le romantisme. Il y a des grandes références à ces périodes-là, à une littérature gothique fantastique qui date du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais le satanisme, en fin de compte, n'est pas vraiment présent. Il y a un côté, effectivement, comme on a souvent dans l'adolescence, un certain rejet de l'autorité parentale, de la société dans laquelle on vit, de ces choses-là. Et donc, de par là, une imagerie qui peut se retrouver, qui peut être assez sombre. Mais quand vous dites romantique, ça fait un peu sourire, parce que c'est vrai que c'est assez morbide quand même tout ça, non? C'est pas très gai. Morbide. Le romantisme n'est pas gai d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà, le romantisme n'est pas nécessairement gai, et je pense que non, vraiment, le mot romantique s'applique exactement à ce qu'on peut voir dans des soirées gothiques. Vous êtes vous-même venu dans une soirée et vous avez vu comment c'était. C'est très bon enfant. Il n'y a pas du tout, il y a personne qui revendique quoi que ce soit envers Satan, personne qui se met à crier dans tous les sens. Les gens sont là pour faire la fête, pour s'amuser. C'était très sympa. Et je pense que vraiment le romantisme lié à l'adolescence toujours, est très très important dans ce milieu-là. Philippe Givre, comment vous réagissez quand vous voyez ce genre de sujet et par rapport à ces milieux-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger réel pour les adolescents? Écoutez, je crois qu'il faut effectivement faire la part des choses entre ce courant gothique qui semble être d'abord quelque chose de très théâtralisé et qui sert à la mise en scène, je dirais, de fantasmes sous-jacents, comme ça, adolescents,
et qui permet comme ça d'être un exutoire à ces fantasmes, à cet imaginaire qui aux angoisses, à la peur par rapport à ce que l'on découvre à ces âges-là, c'est-à-dire la sexualité, l'existence de la mort. C'est-à-dire que forcément l'adolescence représente comme ça un poteau noir, on pourrait dire aussi, qui rejoint ce qu'on disait sur les tendances morbides, donc difficile à vivre pour les adolescents. Et forcément, ils vont rechercher aussi, comme ça, des mouvements qui vont pouvoir être en phase avec ce type d'angoisse. Hein, c'est-à-dire que le morbide est là aussi pour répondre à l'ennui, au vide, et comme ça, au refus des valeurs du monde adulte, qui est en train donc de se jouer pour eux à l'adolescence, forcément. Hein, donc, je crois que forcément à l'adolescence, il y a ce moment aussi où il faut mettre en cause les valeurs donc, parentales, les valeurs d'une société, et donc trouver comme ça des mouvements extrêmes, outranciers. Oui, mais enfin, bon, il y a aussi parfois des limites quand même. Quand on voit le concert de Marilyn Manson, j'ai parlé à Dieu, Dieu m'a dit, j'ai inventé le LSD. Attention, il faut voir encore une chose, dans le reportage, ils disent que Marilyn Manson représente le mouvement gothique. Je pense que les gothiques qui regarderont le reportage... Non, on n'a pas dit ça. On a dit que le reportage, c'est ce qui est dit. Ce jeune adepte du mouvement gothique, ou en tout cas... Ils disent que le représentatif actuellement du mouvement gothique était Marilyn Manson. Or, Marilyn Manson est beaucoup plus proche de groupes comme Alice Cooper ou Kiss, ou donc des groupes de hard rock, que vraiment de ce qui est historiquement la musique gothique. Maintenant, il y a effectivement beaucoup de gothiques qui viennent écouter du Marilyn Manson, mais comme beaucoup de gothiques écoutent du Mozart, et ça, c'est pas pour ça que Mozart est gothique. Marilyn Manson, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idéologie qui est véhiculée à travers cet individu? Disons que cette idéologie peut évidemment être dangereuse quand même pour certains adolescents qui déjà par avance seraient mal déjà intérieurement. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui peut participer comme ça à exacerber comme ça des fantasmes assez crus, exhibitionnistes, voyeuristes, sado-maso, etc. Donc, et par là donc renforcer ces éléments et les entraîner sur une pente quand même assez périlleuse. Donc il ne s'agit pas non plus donc de... On l'a bien vu à travers ce drame dans le reportage. Oui, alors en précisant quand même qu'il ne suffit pas comme ça donc de stigmatiser par exemple ces courants, même si encore une fois je crois que vous avez raison de différencier ce qui est de l'ordre du gothique et du black metal, hein, puisque je ne crois pas que ça suffise à expliciter comme ça un suicide d'adolescent. On ne peut pas l'imputer à une musique ou quelque chose comme ça. Non, juste pour mettre les choses c'est quand même un milieu quand même un milieu qui peut favoriser chez un adolescent fragile le passage à l'acte. Au contraire, ça va lui faire extérioriser ses craintes en grande partie, et je pense que ça a plus des vertus. Non, mais c'est vrai, je pense que ça a plus des vertus. En fin de compte, on va vérifier auprès du psychologue. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que dans la majeure partie, effectivement, des courants musicaux, la musique et les mises en scène, les looks qui accompagnent finalement ces courants, ont une vertu cathartique. Et donc, il ne s'agit pas donc, de diaboliser donc, ces courants musicaux. Oui, ce serait un paradoxe de diaboliser le diable. Voilà, absolument. Mais ça n'empêche que certains courants, où d'ailleurs la créativité est sans doute quand même assez pauvre, favorisent comme ça une fascination pour des scénarios, des fantasmes donc assez crus, et présentent des risques pour des adolescents qui, encore une fois, vivent déjà mal et sont confrontés déjà à des angoisses. Vous en rencontrez, vous, dans les soirées que vous organisez? Des adolescents que vous sentez en situation de fragilité, vous vous dites bon... Il y en a partout, je crois que même quand on est à l'école, déjà à la base, quand on est à l'école, on a des camarades de classe qui sont fragiles et qui sont pas bien. Je pense que partout où on va, même dans les jeunes qui écoutent de la dance ou qui sortent dans les endroits soi-disant bien fréquentables, etc., il y a toujours ces problèmes-là. Il y a des problèmes de suicide partout, je crois, et que c'est dur de... Est-ce que vous pensez, Philippe Gifre, que c'est une maladie de l'époque que ces phénomènes qui attirent de plus en plus d'adolescents? Une maladie de l'époque où... Ces cultures de transgression, de haine de la société, etc. Enfin, ça existait avec le rock, mais est-ce que c'est le cas plus aujourd'hui qu'à d'autres époques? Ce qui est le cas aujourd'hui, c'est que évidemment... Vous parliez tout à l'heure de crise des valeurs, Oui, c'est-à-dire qu'il y a une crise des valeurs, il y a un repérage beaucoup moins précis donc pour les adolescents qui eux-mêmes, de toute façon, sont dans un processus où ils doivent remettre en cause en fait les valeurs et recréer leurs valeurs. Ils ont besoin de défouloir.
Ils ont besoin de défouloirs, mais pas seulement de défouloirs, aussi de moyens, de processus, de modes d'expression aussi pour trouver et fonder de nouvelles valeurs. Alors, dernière question, Philippe Givre, quelle doit être l'attitude des parents? Est-ce qu'il faut qu'ils soient complices, comme on l'a vu dans le reportage, cette femme qui accompagnait sa fille pour Je ne crois pas. grimer? Je ne crois pas. Je crois que ce qui est particulièrement péjoratif... Les parents doivent rester dans leur rôle. Absolument. C'est-à-dire que ce jeu, en quelque sorte théâtralisé, est d'abord fait finalement pour inquiéter les parents, hein, donc faire peur aux parents. Donc si les parents deviennent complices, on peut penser que l'adolescent trouvera autre chose pour faire encore un peu plus peur à ses parents. Mato, je suis pas tout à fait. Il y a quelque chose par rapport. Ouais, justement, je pensais à ma mère en fait, justement, par rapport à quand moi j'étais vraiment goth avec les cheveux crépés, etc. Et ça a effectivement inquiété un peu ma mère à l'époque, mais je crois pas que j'ai vraiment cherché à la provoquer. Au bout d'un moment, j'ai vraiment eu envie qu'elle comprenne l'univers dans lequel j'évoluais. J'ai eu envie de lui faire écouter la musique que j'écoutais. J'ai eu envie de lui faire comprendre que cet esthétisme me convenait et me plaisait. Et je pense qu'il y a un moment où vraiment j'ai eu envie d'avoir une complicité à ce niveau-là avec ma mère. Et d'ailleurs, on l'a trouvé autour de la musique classique, en fin de compte, quoi, cette complicité. Mais ça reste quand même. Je pense pas que ce soit que pour braquer les parents. Quand même. Et si vous restez dans cet univers, vos enfants, ils sont enfants de cœur, alors non? Je sais pas trop, je pense que pareil, on dit qu'il y a toujours une réaction par rapport aux parents. Je pense que si jamais moi je reste dans cet univers, mes enfants ils font le contraire, à mon avis. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités.